Wagner par-ci, Wagner par-là, la présence du groupe paramilitaire russe a fait les choux gras de la presse, mais a alimenté les débats au cours du week-end. Ce week-end qui s'achève avec, depuis l'annonce faite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, devant le sommet États-Unis-Afrique. Cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité revient sur ce fait marquant. Nous évoquerons aussi la loi, la relecture de la loi sur les volontaires de la défense de la patrie VDP. Avec moi pour parler de ces sujets, le juge Bernard Bougma. Bonjour. Bonjour Président, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de cette 51e semaine, 51e et avant-dernière semaine de l'année 2022 qui démarre avec l'avant-propos du juge Bernard Bougma. Juge Bernard Bougma, avant-propos, un avant-propos ou des avant-propos. On est en début de semaine, vous avez la parole. Oui, effectivement, on est en début de semaine. Mon avant-propos, ça va être une citation. Comme tous les lundis, je vais me sacrifier à mon rituel d'encouragement, d'envoi de pensées positives aux uns aux autres. Je cite, « Tu l'ignores peut-être, mais tu possèdes en toi la capacité de surmonter les défis de ta vie. Sois fort, patient et décidé de croire en toi. » Fin de citation. Bon, dans ma recherche, l'auteur n'a pas été précisé. Donc, je précise que c'est pas une citation qui est de moi, mais je n'ai pas aussi trouvé l'auteur. Donc, ce que je voudrais dire à travers cette situation, c'est de croire en toi. C'est de quoi? C'est se reconnecter à soi-même. Et se reconnecter à soi-même, c'est se reconnecter au divin, qui est maître de notre existence sur terre. Mais si on ne croit pas en soi, on ne croit pas au divin, ça va être très difficile, effectivement. Donc, je parle à toutes ces personnes qui sont désespérées pour une raison, pour une autre. Certaines personnes, c'est une situation de handicap, quelle que soit la nature de ce que la personne porte comme handicap. Pour d'autres, c'est l'abandon total, c'est dire, bon, c'est fini, il n'y a plus de possible, je ne peux plus me relever. Non, ça, ces personnes-là, je parle. Dieu a mis en nous les ressources, les capacités nécessaires. Le reste, c'est à nous de jouer. Si nous prenons nos limites pour les limites de Dieu, nous prenons nos faiblesses pour les faiblesses de Dieu, c'est nous qui ne nous assumons pas. Donc, l'heure n'est pas à la pleurnichérie, l'heure n'est pas aux accusations stériles, mais c'est se compter sur soi, se replier, se redresser, et puis repartir à zéro, ou repartir sur de nouvelles bases. Il n'y a même pas de départ à zéro, on repart sur de nouvelles bases. En tout cas, bon lundi, excellente semaine, c'est le dernier virage de l'année 2022. Du courage à tout le monde, et puis soyons prudents en circulation, parce que d'ailleurs on ne sait même pas d'où viennent ces gens-là. La circulation devient dense au fur et à mesure que les fêtes de fin d'année s'approchent. On se demande d'où vient tout ce beau monde. Donc prudence et mesure en circulation. Prudence et mesures en circulation, surtout en ce début de semaine, une semaine, la 51e, je l'ai dit, qui est aussi l'avant-dernière de cette année 2022. Toutes nos félicitations également au juge Inoussa Ouedraogo, qui n'est pas là ce matin, qui vient d'être porté à la tête de la Société des éditeurs de la presse privée, la CEP. C'était à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce week-end, donc du côté de Koudougou, je crois bien. Tout à fait, du côté de Koudougou. Et Inoussa Ouedraogo prend la relève de Bouraïma Ouedraogo, qui a fourni un travail formidable à la tête de cette organisation professionnelle de médias. C'était l'avant-propos du juge Bernard Bougma, qui siège aujourd'hui donc pour cette audience du tribunal de l'actualité, avec au rôle, je l'ai dit tout à l'heure, l'équation Wagner, qui s'est invitée de façon plus accrue dans le débat national. Mais avant, évoquons quand même la 22e édition de la Coupe du monde de football Qatar 2022, dont la phase finale s'est achevée hier, juge Bougma, avec le sacre de l'Argentine et de Lionel Messi. C'était au bout du suspense. Oui, c'était au bout du suspense. Il faut dire que pour une finale de Coupe du monde, c'est vraiment une finale de Coupe du monde. Parce que vous savez qu'il y a des niveaux de compétition, et quand le suspense et les fortes émotions sont extraits de la compétition, ça enlève de la saveur.
Alors qu'hier, ce qu'on a vu, c'est un match avec suffisamment de saveur, avec suffisamment de goût et d'émotion et de suspense. Quand vous pensez que tout est plié, c'est en ce moment que ça recommence. Les Français ont contraint l'Argentine aux prolongations à -8 pratiquement. C'était à la 82e minute que le but de Kylian Mbappé est revenu remettre les pendules à l'heure. Donc, conséquence, c'est dans les arrêts de jeu, dans les prolongations encore, que le match encore a été relancé par le même Mbappé. Donc, ça veut dire que c'est une France, en tout cas, qui se serait battue. C'est aussi le match aussi des sélectionneurs, des entraîneurs, des coachs, je vais dire, face à un Didier Deschamps qui, effectivement, a opéré des changements qui ont bouleversé le match, alors qu'à un moment donné, le classement qu'il avait mis semblait ne pas répondre. Donc la réalité aussi, elle est là. Et ce qui est important, c'est ce que vous avez dit. C'est que c'est aussi un couronnement pour Lionel Messi. Parce que Lionel Messi a aussi donné au football mondial ses belles pages d'écriture, à travers ses dribbles, à travers le talent qu'il a. Parce que Lionel Messi, c'est le talent. Il a le talent. Ronaldo, c'est le travail. Il a ferraillé, il a bossé, il a travaillé, il s'est entraîné durement pour parvenir au sommet. Mais Messi, c'est le talent. Un talent avec la discipline et avec de la concentration. Et je pense que dans son parcours, il mérite une Coupe du Monde. Ronaldo ne l'a pas eu, mais je pense que en tout cas les deux le méritaient. Bon, si l'histoire a fait que c'est Messi, c'est tout à fait mérité. Je précise, je ne suis supporter ni de Ronaldo ni de Messi. Je préviens les téléspectateurs parce que c'est une mise au point qui est très très important, parce que le débat naturellement il vire entre supporters. Non, moi je ne supporte ni l'un ni l'autre. D'ailleurs le football, moi je suis le football pour sa beauté. Ce qui fait que moi je ne gère même pas de suivre le football à la radio. Donc franchement je ne suis pas un accro. Moi je regarde la beauté du match, j'analyse les faits et là effectivement c'est un aspect important. L'autre aspect important, c'est que c'est sur le plan de l'organisation. Là, le Qatar, il faut dire le Qatar a réussi. Il n'y a pas eu de désordre, il n'y a pas de soucis. Peut-être dans l'ombre, mais en tout cas, on a vu un Qatar qui s'est battu pour offrir au monde sa capacité d'organisation. Maintenant, le débat sur la corruption liée à l'attribution, ça c'est un autre débat certainement qui va s'ouvrir. Peut-être qu'il y aura des poursuites judiciaires qui vont s'ouvrir, mais sur le plan organisationnel, le Qatar a réussi. Autre aspect important, ça c'est maintenant à l'endroit des Africains. Le Qatar a pu se faire respecter, a pu faire respecter sa culture arabo-musulmane, a pu faire respecter les valeurs essentielles de sa culture. Et sur ça, elle n'a pas marchandé. L'orgueilleuse Allemande s'est fait renvoyer au port du Qatar, était obligée de rentrer dans ses petits souliers pour venir jouer le match. Ça, et c'est comme ça qu'on se fait respecter. Est-ce qu'on a arrivé à un niveau où on peut se faire respecter? Parce que le Qatar a dit au monde que dans le concert des nations, c'est de l'arc-en-ciel, ce n'est pas une couleur unique. Parce qu'on parle de valeurs universelles, de valeurs ceci, de valeurs quoi? Non. Qu'est-ce qui fonde l'universalité des valeurs? La vôtre étant supérieure à la mienne ou la mienne étant supérieure à la vôtre? Alors que j'ai dit dans le concert des nations, c'est de l'arc-en-ciel. Prenez notre teint d'ailleurs. Sur les continents, les gens n'ont pas les mêmes teints. Donc sur un même continent, on n'a pas forcément les mêmes teints. Les Malgaches et nous, il y a une différence quand même de teint, ou bien. Donc, et l'Afrique du Nord, c'est pareil. Donc vouloir qu'on soit uniforme, ah non. Non, et là, le Qatar a pu se faire respecter dans les fondements de sa culture. Comme quoi, effectivement, on peut offrir au monde ce qu'on veut offrir au monde en restant soi-même. Maintenant, celui pour qui ça dérange, qui n'est pas à l'aise, il y a deux choix. Ou il vient se plier, ou il repart chez lui. C'est aussi simple que cela. Donc, je pense aussi que c'est une bonne leçon pour nous, Africains, de se dire, ce n'est pas de pleurnicher. Ce n'est pas de pleurer, c'est de s'assumer. Il ne faut pas pleurer, il faut s'assumer. En tout cas, c'était une belle compétition, 64 matchs, organisation
quasi parfaite, des beaux stades, des belles pelouses. Un fait caractéristique aussi de cette finale, c'est quand même Kylian Mbappé, qui a auteur d'un triplé, qui a fini meilleur buteur de la compétition. Et donc la France aurait pu gagner la coupe, que ça ne surprendrait personne, parce qu'elle a énormément bataillé. Alors ce Kylian Mbappé, il est quand même en devenir toujours, pour cette équipe de France. Ça au moins c'est clair. En tout cas, pour dire homme du match, c'était parce que pour avoir réussi ces 3 tirs de pénalty face au même gardien, c'est pas de me donner à n'importe qui dans un même match. Parce que surtout le gardien il suit. C'est parfois à quelques millimètres près qu'il marque. Donc là, il a bien réussi. Mais c'est aussi la sérénité, la discipline du jeune joueur. Très discipliné, courtois, qui a vraiment qui est en jambes. En tout cas, c'est une belle carrière qui s'ouvre à lui. Il a joué contre son coéquipier du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'était les 2 stars du mondial de cette finale. Et les 2 aussi ont prouvé qu'ils en ont dans le cœur. Voilà, et ils ont dans les tripes. Là, les 2 l'ont prouvé suffisamment. Mais en tout cas, c'est un Kylian Mbappé qui est au sommet, en tout cas de son art. Et il joue du ballon et il a offert également un beau spectacle hier. Voilà quelqu'un qui, pendant un bon moment du match, était dans l'ombre. Comme s'il était en train d'économiser ses forces pour rebondir après. Et à partir du pénalty, c'est fini. C'est comme un lion qui a été sorti de sa cage, affamé, rugissant, et bon voilà, là, il a offert en tout cas un très beau match. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est lui, il en a en tout cas pour une bonne partie du football mondial à venir. Bon. L'autre avantage, voyons, l'équipe de France, c'est une équipe jeune. Le coup de tête qui a été loupé dans les dernières minutes de prolongation, ça c'est le manque d'expérience. Parce qu'il a sauté avant. Alors que soit il attendait, ou il bougeait un peu vers l'autre côté et puis il envoie son coup de tête et ça marquait. Ça c'est le manque. Ça aurait pu changer la physiologie du match. Non, il pliait le match parce que c'était dans les dernières minutes des arrêts de jeu. Oui. Après ça, en dehors de l'autre action solo de Mbappé que les Argentins ont réussi à dégager, c'était la fin du match. C'était la fin du match. En tout cas, bravo à Kylian Mbappé. Il n'a pas eu la coupe, mais il a été formidable hier. Bravo à Lionel Messi qui a remporté pour la première fois cette Coupe du Monde avec l'Argentine. Et nous quittons les pelouses dorées de Qatar pour rentrer dans l'actualité africaine. Au Burkina, en effet, l'actualité était dominée et reste dominée par la présence ou non du groupe paramilitaire Wagner sur le territoire national. Une information non confirmée de sources officielles, mais qui fait toujours polémique, Bernard Bougman. Oui, non confirmée, non officielle, mais qui fait beaucoup de polémiques. Est-ce que d'ailleurs le Burkina acceptera de dire qu'il est avec Wagner? Je ne sais pas. Parce qu'il y a rare de pays qui acceptent de dire qu'ils sont avec le groupe Wagner. Ils disent qu'ils ont un accord avec la Russie, c'est ce que le Mali dit. Il y a un accord avec la Russie et puis ça s'arrête là. Sauf que les autres disent non, avec parfois plus ou moins de preuves que c'est avec la société russe Wagner, qui a aussi une société militaire privée, comme toutes les autres sociétés militaires ukrainiennes, françaises, américaines. L'une des plus célèbres au niveau des États-Unis d'ailleurs, c'est la société Bluewater, qui est également une société privée. Beaucoup de sociétés privées militaires américaines ont combattu d'ailleurs en Irak. Donc ça, les cabinets militaires sont très, très puissants. Et dans le Sahel, il y a aussi le business d'ailleurs des cabinets militaires. J'en avais fait un avant-propos il y a en gros 2 ans, où il y a beaucoup de cabinets militaires, certains qui sont dans l'évacuation, d'autres qui sont dans l'enseignement, il y en a qui sont même dans les combats, pour libérer par exemple certains otages, il y en a qui sont dans les soins,
et qui offre des hélicos médicalisés, qui offre la restauration au niveau du front. Donc ces cabinets militaires également ont un autre business à côté de la lutte contre le terrorisme. Donc la réalité aussi, c'est un business florissant. Il y a le terrorisme business et il y a beaucoup de maillons au niveau de la chaîne de cette autre économie, de cette guerre qui se déroule au niveau du Sahel. Donc les enjeux sont au-delà de ce qu'on pourrait effectivement imaginer. La différence avec Wagner et les autres, c'est que les autres assument leur existence et c'est vraiment des cadres privés. Donc ici, je pense que l'autre réalité, c'est que celui qui est présenté comme patron de Wagner est présenté également comme proche de Vladimir Poutine. Donc, en Russie, c'est différent des autres pays où si vous n'avez pas l'aval du Kremlin, ce n'est pas aussi évident de dire que je vais en privé. Je me suis battu pour arriver à ce niveau en respectant les lois de la République. Ici, il y a un homme qui vous dicte la façon de faire dont vous ne pouvez pas faire sans. Et donc, pour les Européens et pour d'autres analystes, même sur le continent africain, la réalité c'est que Poutine ne veut pas assumer, c'est son armée parallèle. C'est son armée parallèle qui maintenant est là pour d'autres missions que l'armée régulière russe ne peut pas effectivement opérer. Sinon, personne ne peut se lever en Russie, créer une telle société, aller être au service des États sans l'aval du Kremlin, surtout de Vladimir Poutine. Tel que la Russie est organisée, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un argument effectivement qui est vrai. Ce qui fait justement que quand certaines capitales disent qu'ils ont plutôt des relations normales, officielles avec la Russie, on les soupçonne ou on les accuse tout de suite d'être également de mèche avec Wagner ou d'utiliser les mercenaires entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, de Wagner pour cette lutte notamment contre le terrorisme. Tout à fait, effectivement. Parce qu'il est même dit que ce Wagner combat en Ukraine, est présent en Centrafrique, est présent en Libye, est présent au Venezuela, est présent au Mali. Mais pour la Centrafrique, par exemple, Alain Foucault, dans une de ses émissions, a montré comment est-ce que Wagner est entré en Centrafrique. Du fait que c'est en pleine cérémonie d'investiture que le président fraîchement élu Arkan Touadéra apprendra avec les Centrafricains que l'opération Sangari s'en va plier bagage. Monsieur débarque à Paris pour négocier fortement avec Hollande, qui dit qu'il le rassure que bon, ça va aller. Mais après, c'est Hollande même qui est venu en Centrafrique, qui l'a annoncé, bon, vous allez, Sangari s'en va, c'est la fin de l'opération. Il dit, bon, mais on a un pays qui n'est pas stable. Parce que certains quartiers de Bangui n'étaient même pas suffisamment maîtrisés quand les élections s'organisaient. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, qui demande dans ce cas, bon, nous voulons des armes. C'est dans le nous voulons des armes, c'est la France qui fait comprendre à Touadéra que c'est les Russes qui bloquaient au niveau du Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. C'est au détour d'une discussion avec le ministre des Affaires étrangères russe, le célèbre le ministre des Affaires Lavrov, que Touadéra apprendra que non, la Russie s'oppose parce que les armes qui vont être envoyées en Centrafrique sont des armes recyclées qui ont été récupérées entre les mains des Chebab, ou c'est des Gangaouis, des Chebab, je crois. Et donc, au niveau de l'ONU, il n'est pas permis qu'on prenne des armes qui ont servi dans d'autres théâtres d'opération pour remettre à un pays, surtout que c'est des cas de rébellion et de terrorisme. Donc, ce n'était pas possible. Et c'est pourquoi la Russie s'était opposée, sinon, ce n'était pas ça. Il demande d'ailleurs à Touadéra, c'est combien d'armes vous voulez? Il dit qu'ils veulent 1500. Donc il appelle, et c'est là Lavrov, selon la même émission, appelle, comment il s'appelle? Appelle Poutine pour faire part de la situation. Poutine dit, vous voulez combien? Il dit, c'est 1500 armes. Il dit, bon, donnez-leur 3000. Mais maintenant, comme dans les protocoles internationaux, quand vous livrez ces genres d'armes, c'est vous qui venez pour former. Vous envoyez des instructeurs pour effectivement montrer le maniement des armes, puisque ce sont vos armes, c'est vous. Voilà. Donc, et avant que ça soit opérationnel. Et c'est comme ça que Wagner est rentré. L'explication est simple. Alors, on peut deviner aisément que, naturellement, la Russie ayant livré les armes... C'est le départ de la France qui a fait le livre tout à fait. Tout à fait.
Et je pense que si les armes d'ailleurs avaient été données avec des instructeurs français, c'est pas sûr que ces messieurs allaient se retourner vers la Russie. En tout cas, c'est ce que Alain Foka dit que nous avons suivi avec suffisamment d'attention et avec par moment de la surprise, parce qu'on ne peut pas à ce niveau lâcher son ami en plein vol dans ces conditions, pour reprendre les termes de Choguel Maïga. Et les propos n'ayant pas été démentis formellement également par l'Élysée, nous portons à croire, parce que la France ne blague pas sur son image, comme les propos n'ont pas été formellement, en tout cas je n'ai pas vu de démenti, ça laisse percevoir que c'est vrai. Mais bon, maintenant c'est sûr que bon, c'est en envoyant les instructeurs que Poutine a fait rentrer son Wagner. C'est aussi simple que cela. Dit, bon, écoutez, comme c'est un cabinet privé, bon, moi j'ai donné des armes à tel pays, mais il faut on signe un contrat, donc nous livrons les armes, mais bon, votre société est commise pour aller à la formation et puis prendre part au combat. Puis bon, mais l'accord est signé entre Bangui et le Kremlin. C'est aussi simple que ça. Puisque c'est les cabinets militaires dont on sollicite les services. Donc, de deux choses l'une. Soit la Russie a donné les armes et a dit, bon, comme vous avez besoin d'instructeurs, nous n'avons pas suffisamment dans notre armée, on va vous envoyer les services d'un cabinet militaire, voilà les conditions. Arkan Touadéra dit qu'il est d'accord. Soit c'est la Russie qui, en disant qu'on envoie nos militaires, ont en même temps envoyé Wagner. Mais dans ce cas, si c'est ça, et que la Centrafrique a su que ce n'était vraiment pas des militaires issus des rangs de l'armée russe, mais ce sont des éléments d'un cabinet militaire, et Touadéra accepte là, il y a effectivement quelque chose. Donc les autorités centrafricaines ne peuvent pas se dérober de dire qu'elles ne sont pas au courant qu'il y a Wagner, parce qu'eux d'ailleurs ne s'en cachent pas, ils s'assument. Mais au Burkina, pour répondre maintenant à votre question, est-ce que les autorités vont accepter de dire qu'elles pactisent avec des éléments d'un cabinet militaire? Parce que les autres ne les présentent pas comme des éléments d'un cabinet militaire. Ils les présentent comme des mercenaires. C'est ça. Bon, c'est ce terme-là qui, moi, me dérange un peu. Parce que même là-bas, il y a des cabinets militaires, mais qui ne sont pas des mercenaires. Parce qu'eux, ils les emploient sur des théâtres d'opération. À moins qu'ils ne fassent la même chose, mais quand c'est là, c'est beaucoup plus là des mercenaires. Donc c'est un peu ça qui me dérange. Mais quel est ce pays qui va accepter il ne faut pas considérer le groupe paramilitaire Wagner, ou en tout cas ses soldats, comme des mercenaires. Oui, mais pourquoi quand c'est une société privée de l'autre côté, on ne l'appelle pas mercenaire? C'est de l'autre côté qu'on appelle mercenaire. Mais même les sociétés militaires privées, on en a vu avec Bob Denard sur ce continent. Bob Denard opérait combien de coups d'État? Plusieurs. Mais c'était avec des mercenaires français et certains légionnaires. Il en a opéré plusieurs. Je pense que c'est au Bénin qu'il a été refoulé, humilié, non? Bien sûr, c'était le 16 janvier 1977, cette fameuse agression contre Mathieu Kérékou. Justement, pour ce qui concerne le Burkina, il y a cette annonce du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui, en plein sommet États-Unis-Afrique, met sur la table le fait que Wagner se trouve justement au Burkina. Et donc, c'est ça qui a justement amené le tollé au cours du week-end, au point d'entraîner une vague, disons, diplomatique et politique entre Accra et Ouagadougou. Oui, mais même avant lui, il y avait eu la sortie de la révélation de Jeune Afrique, et qui dit que c'est un voyage qui suscite des interrogations. La question c'est... Vous parlez du voyage du Premier ministre d'abord, en Russie, à Moscou. Voilà, alors qui suscite des interrogations. Qui interroge ou qui s'interroge et pourquoi? Pourquoi ça suscite des interrogations? C'est un voyage d'un Premier ministre dans un autre pays. Les interrogations, c'est quoi? C'était certainement les soupçons de confirmation ou d'infirmation de Wagner. Est-ce qu'il est parti sûrement pour aller payer des armes? Est-ce qu'il allait discuter de la coopération russo-burkina, ou bien il est allé pour autre chose? Mais bref, ça va être essentiellement les interrogations. Mais c'est sûr que l'interrogation majeure, c'est est-ce qu'il va aller signer un contrat avec le groupe Wagner? Je pense que c'est la question principale. Mais maintenant, pour revenir naturellement à ce que vous l'avez dit, bon, personnellement, je pense que ça n'a pas été élégant de la part du président ghanéen, qui au détour d'une rencontre, le sommet États-Unis-Afrique, qui a aussi d'ailleurs une histoire. Ce sommet a une histoire, et qui, au détour de ce sommet, lance de telles phrases.
il a sa liberté d'expression, sa liberté de ton, mais moi c'est le cadre et aussi bien dans le fond, moi qui me dérange. C'est loin des terres africaines, nous sommes des voisins. Alors, ils viennent de lâcher la présidence de la CEDEAO. Je pense qu'au niveau de la CEDEAO, ou bien entre pays, il y a des vases communicants. On peut se parler pour aplanir un certain nombre de choses. Et même s'il a une position à prendre, je pense qu'il pouvait mieux faire. Et là, ce n'est même pas devant des médias. Quand on regarde la table, c'est une réunion organisée, une réunion bien formelle, qu'il affirme de tels propos. Je dis, ce n'est pas élégant de sa part. Donc sur le plan diplomatique, reconnaissons que Akufo-Addo a péché, alors que lui, il a commencé à faire face aussi à de la grogne sur le compte tenu de l'inflation. Voilà, on a vu ces images des manifestations. Et il revient d'ailleurs les poches bourrées d'argent du FMI. FMI que le Ghana avait quitté en 2019 en disant qu'ils n'en ont plus besoin. En son temps, sur le continent africain, beaucoup avaient salué cet esprit de pouvoir avoir de la distance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods quand on est capable de pouvoir le faire. Il a fallu le coronavirus en 2020, compte tenu des réalités, pour que le Ghana revienne, en tout cas dans le giron du FMI. Mais c'est aussi un président qui a été secoué. Parce que quand Akufo-Addo est venu, il est arrivé avec des velléités, comme on appelle ça, en tout cas un discours d'affranchissement, un discours que les panafricains aimaient entendre, un discours qui rappelle les années Nkrumah, qui prône l'indépendance de l'Afrique, qui plaide pour une coopération sud-sud renforcée, qui plaide pour une éducation avec des valeurs que nous avons nous-mêmes données à nos enfants. L'on se rappelle de son discours de vérité face à Emmanuel Macron, quand Macron a quitté Ouaga pour Accra. Là-bas, il y avait même une visite prévue aux élèves, comme Ouagadougou. Macron a prévu rendre visite à des élèves d'une école ghanéenne, ça ne l'a pas été. Parce qu'ils disent que dans leur culture, même dans notre culture, et dans la culture de beaucoup d'Africains, on ne parle pas aux enfants. L'étranger ne parle pas aux enfants. C'est aussi bon aujourd'hui avec la modernisation. Bon, vous avez une maison pas très grande, l'invité dans le salon, les enfants sont là, ils n'ont même nulle part à aller. Donc, il y a un contact ailleurs. Dès qu'il y a une visite, il y a un visiteur, les enfants saluent le visiteur et puis se cherchent. Parfois même ils ne saluent pas, c'est quand il y a une surprise. C'est ça. Donc, ils ont dit clairement, chez nous, les étrangers ne parlent pas aux enfants. Donc, vous ne pouvez, parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Donc, s'il le désactive dès maintenant, il a désactivé pour demain. Donc, pour préserver cet espoir-là, cette graine, on la met à l'abri. Donc, les Ghanéens ont refusé. Macron n'a pas pu. Mais nous, chez nous, il a pu. Bref. Donc vous pensez que c'était une erreur d'avoir permis à rentrer dans Emmanuel Macron de s'adresser aux étudiants à Ouagadougou? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne parle pas des étudiants, c'est un autre niveau. Vous parlez des enfants. Ça et tout. Moi, je parle de l'école primaire. Là, c'est vraiment des enfants. Là, il s'est adressé à la jeunesse africaine. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas eux tous qui étaient tous du monde universitaire. C'est la jeunesse africaine dans sa composante estudiantine et non. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir au sujet, mais après il a été secoué. Oui. Parce que les rebelles du Togoland occidental ont soulevé des armes à un moment donné. Il y a eu des affrontements. L'armée ghanéenne est allée pour maîtriser la situation. Certains ont dit que ça a été activé par d'autres réseaux pour faire comprendre au président ghanéen qu'il n'a qu'à faire attention parce qu'ils peuvent créer une rébellion à sa porte. Depuis lors, c'est fini. Akufo s'est rangé. Suivons l'actualité. Depuis les secousses de la rébellion du Togoland occidental, maté quelques heures après, et après les quelques mouvements qui ont suivi, c'est fini. Il s'est rangé. Oui. Il n'a même pas pu bander, ne serait-ce que le petit muscle quand Alassane tripatouillait la Constitution, alors que lui, il présidait la CEDEAO. Quand il est arrivé à Abidjan, on ne savait pas quel discours il allait tenir, c'est fini. Après, on apprend qu'il a contribué financièrement à la campagne d'Alassane Ouattara. Donc, c'est fini là, lui il est cerné. Donc aujourd'hui, son discours ne passe plus. Donc quand vous arrivez à ce niveau de responsabilité, et qu'un pays qui se débat, un pays comme le Burkina, depuis 2015, où il y a eu l'enlèvement de Roumains, jusqu'aux attaques
de Cappuccino en 2016, en n'oubliant pas Samorogouan, Déou et aussi toujours en 2015. 2016 est intervenu au moment où il y avait eu l'attaque et l'enlèvement à Tambao, l'attaque de Oussi, l'attaque de Samorogouan et de Déou, tout ça c'était en 2015. Mais depuis cette période-là, c'est un pays qui se bat comme il peut, avec les moyens de bord. Le G5 Sahel est venu, ils ont tout fait pour tuer ça à cause de l'affaire au Mali. Même si ce n'était pas ça, le G5 Sahel avait déjà du plomb dans l'aile. L'initiative d'Accra est venue comme une réponse à la mort du G5 Sahel. Donc il fallait trouver autre chose rapidement pour calmer les ardeurs peut-être de Ouagadougou ou de Bamako, je ne sais pas. Mais Bamako d'ailleurs ayant refusé de prendre part à cette rencontre. Donc aujourd'hui, de quoi je me mêle? Si le Ghana de Nana Akufo-Addo se sent menacé entre griffes ou se dit préoccupé par la présence de Wagner à Ouaga, est-ce que le Koumassi détient les preuves et Accra détient les preuves? Je pense que sur le plan diplomatique, on peut se parler. On peut se parler. Pour voir comment est-ce qu'on collabore ensemble. Ce n'est pas le fait d'aller crier aux États-Unis, oui, mais en attendant, on est voisins. Ce n'est pas eux qui vont venir régler le problème. Nous sommes des voisins. Si ça déborde chez nous, ça va aller où? Ça risque de rentrer chez le voisin. Mais est-ce qu'entre voisins, on est obligé de se faire cette guerre médiatique-là alors que l'ennemi est à nos portes communes? Non. Non. L'ennemi est à nos portes communes. Est-ce qu'on a fait de la bagarre alors que si ça déborde à Ouagadougou, les voisins, ce n'est pas évident. Quand ils ont été tapés au niveau du Mali, le commandant de la force Barkhane, lors de sa conférence de presse à Ouagadougou, il a dit quoi? Il a dit que comme le Mali, il y a une puissance de feu au Mali, les terroristes sont en train de migrer au Burkina. Il a clairement dit. Donc si la puissance de feu, par exemple, augmente à Ouagadougou, c'est où ils vont rentrer? C'est dans les pays voisins qui doivent également surveiller leurs frontières. Il y a déjà des excursions. Oui, il y a déjà des excursions. Alors que pas que. Il faut renforcer la coopération. Je ne pense pas qu'on ait besoin de s'envoyer des pics ou de s'énerver pour rien dans une situation où on a intérêt à se parler, à mutualiser nos forces. Il faut se parler et mutualiser les forces. Le président Gagné est allé même jusqu'à dire qu'en paiement de ses actions, il y a une mine d'or qui a été attribuée à la Russie. Le ministre nigérien des Affaires étrangères n'affirmant pas que cette présence est effective, mais il l'a dit tout de même vraisemblable et ça l'inquiète. Oui, ils sont inquiets. Par rapport à la question de la mine, à la vérité, c'est que c'est avec Wagner, les autres pays, c'est comme ça et ça fonctionne. Parce que un élément de Wagner coûte cher par jour. Vous le payez comment? Donc les pays trouvent une mine, débrouillez-vous là-bas, en attendant assurer notre sécurité. Bon, je crois savoir qu'en Centrafrique c'est pareil, au Mali c'est pareil. Maintenant au Burkina, en tout cas la mine a été accordée. Il y en a qui ont dit que c'est une société russe et d'ailleurs c'est Wagner. Bon bref. Mais il y a une chose qui est claire. Si c'est vrai, ça va se révéler. Ça, on ne peut pas cacher ça longtemps. Si des forces russes, de l'armée régulière ou du groupe paramilitaire Wagner, si ces forces-là viennent au Burkina, ça va se savoir. Ce n'est pas des gens qu'on va cacher sous le boisseau. Avec la main. Non, c'est pas possible. Donc je ne sais pas pourquoi les uns et les autres sont pressés. Il y a des Burkinabés qui disent c'est vrai, c'est pas vrai. Mais de toute façon, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, ça va se savoir puisqu'ils vont venir. Ils ne vont pas venir. Mais maintenant, par rapport au Niger qui est également préoccupé, bon, je comprends aussi leurs préoccupations. Maintenant, c'est le niveau de préoccupation réel là. Je ne comprends pas. Vous craignez que s'il y a des éléments d'une force étrangère ici, que ces éléments viennent opérer sur votre territoire? Ou vous craignez que la puissance de feu n'envoie les ennemis chez vous? C'est entre les deux. Peut-être c'est la présence simplement de ce groupe-là qui inquiète les uns et les autres, puisqu'il s'inquiète aussi de l'identité de vue ou de l'alignement de Ouagadougou par rapport à Bamako. Oui, mais la question c'est de quoi ils ont peur. C'est moi la question, ils ont peur de quoi? La Centrafrique, ils y sont. Ça au moins c'est avéré. Mais est-ce qu'il y a un pays centrafricain, un pays voisin qui dit que ces groupes, ces éléments-là ont opéré chez eux?
Est-ce que depuis qu'on dit qu'il y a des éléments militaires russes, des éléments de Wagner au Mali, est-ce qu'ils ont opéré en territoire burkinabé, ivoirien, nigérien, mauritanien, sénégalais? Je ne pense pas. Chacun se dit préoccupé, oui. Mais de quoi? Moi, c'est la préoccupation majeure, c'est quoi exactement? En fait, c'est ça que je cherche. En définitive, c'est un accord entre le pays concerné et ce groupe n'opère que dans les limites qui lui sont définies. Oui. Maintenant, les autres préoccupations, c'est par rapport au respect des droits humains. On dit que c'est des gens qui ne respectent pas les droits humains, qui pillent sur le plan économique, et sur le plan, comment on appelle, de la conduite, qui ne respectent pas le droit humanitaire international. Parce que si c'est un cabinet militaire, il est tenu aux résultats, et pour ces résultats, il ne fera pas attention. En Centrafrique, il leur est même reproché de massacrer carrément des villages, des communautés sans sommation. Et ça, c'est des dérives qui ne peuvent pas être effectivement toléré. Mais maintenant, je pense que l'inquiétude des uns et les autres, c'est beaucoup plus à ce niveau. C'est beaucoup plus à ce niveau, parce que l'autre élément, pour ceux qui sont, une vision que je partage, c'est qu'on ne peut pas confier sa sécurité à des éléments extérieurs. On ne peut pas confier la défense de son intégrité territoriale à des forces étrangères. On ne peut que compter sur soi. Les uns et les autres viennent vous donner un coup de main. Alors là, à nos autorités, si réellement il y a l'appui d'une force étrangère au Burkina, c'est dans quelles conditions? Et c'est pour combien de temps? Et c'est quoi ils vont laisser comme legs? Ça, c'est un élément très important. Les Russes se sont cassés les dents en Afghanistan. Les Américains se sont cassés les dents en Afghanistan. Mais toutes ces deux puissances, en partant, ont laissé une armée désorganisée. Et c'est ça ma crainte majeure. C'est pas que je cautionne l'arrivée de Wagner. Je m'interroge sur la préoccupation des autres pays. Mais ils exigent également de nos dirigeants de nous dire clairement les choses. C'est à quelles conditions? Pour une durée de combien de temps? Et qu'est-ce qu'ils vont nous laisser? Une armée bien équipée, une armée qu'ils vont aider à former, à renforcer. Ça, c'est la question principale. Et donc, parce que nous, on a dit à l'initiative d'Accra qu'on ne veut pas de force étrangère. On l'a dit à l'initiative d'Accra. On a besoin d'une force issue de nos pays, financée par nous-mêmes, mais pas un franc qui va venir de l'extérieur. Et si on part solliciter des forces extérieures, ça c'est notre liberté de pouvoir le faire. Mais deuxièmement, est-ce que nous aurons l'emprise réelle sur le contrôle de leurs actions? Est-ce qu'ils vont obéir à ce que nous allons leur donner comme contenu de cahier de charge? Est-ce que ça, ce sont des inquiétudes réelles que je pose. Maintenant, le Burkina a la liberté et le droit d'aller parler avec qui il veut. Ça, c'est ce que je pense. Alors, le Burkina a le droit et la liberté d'aller parler à qui il veut. Comment, justement, jugez-vous la réaction des autorités burkinabées qui ont convoqué l'ambassadeur du Ghana au Burkina et ont rappelé l'ambassadeur du Burkina au Ghana pour consultation et qui ont même adressé une note verbale de protestation à la République du Ghana? Ce sont des outils de la diplomatie pour montrer sa désapprobation. Les accords ont prévu des mécanismes d'expression et des outils d'expression. Et c'est ce que le Burkina a saisi en effectivement rappelant son ambassadeur pour consultation. D'ailleurs, je pense que l'ambassadeur Zagreb même avait été rappelé. C'est sûr qu'il n'a pas encore fait ses bagages, il n'a pas encore fait ses adieux, que peut-être que ça va précipiter d'ailleurs son rappel. Donc il est sur la liste des ambassadeurs qui ont été rappelés. Celui du Mali d'ailleurs avait fait ses adieux la dernière fois. Bref, donc pour revenir à ce sujet, bon, il a été rappelé pour consultation, pardon. Celui du Ghana ici aussi a été convoqué pour consultation et puis adresser une note verbale. La note verbale également, ce sont des outils diplomatiques parce que ce sont des premiers éléments de protestation. Après, ça peut aller jusqu'à l'expulsion. Alors, si l'État burkinabé proteste, ça veut dire que ce n'est pas vrai, peut-être? Non, ce n'est pas que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est la forme. C'est la forme. Je pense que c'est la forme. Mais en le faisant aussi, le Burkina met de la forme dans son combat. En demandant, c'est vrai, j'ai la liberté, mais si quelqu'un veut se mêler de nos affaires, qu'il sache quel langage tenir.
Parce que désormais, nous n'allons pas nous laisser piétiner. Je pense aussi que c'est ça la force des États. C'est de pouvoir faire des choix, de les assumer et de dire à l'autre, si tu t'en prends à mes choix, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que je suis également un État souverain. Ça, c'est bien. C'est dans l'expression normale. Et ça, je suis d'accord, c'est dans l'expression normale. Donc, une république, ça se fait respecter. Donc je pense aussi, pour le dire, c'est attirer l'attention des uns et des autres. C'est pourquoi je pense que celui du Niger a nuancé. Alors qu'avec le Mali, le ministre des Affaires étrangères en son temps, il n'a pas pris de gants, il a boxé direct. Après, son président n'a pas pris de gants, il a boxé direct. Donc, et là, cette fois-ci, lui, il confirme pas, mais il dit vraisemblablement. Bon, bref. Mais je pense que là, ce n'est pas parce que l'ambassadeur a été convoqué, qu'une note verbale a été envoyée, que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a aussi les questions de forme et de fond. Et dans l'expression, dans la sortie de Nana Akufo-Addo, j'ai dit bien, je fais partie de ceux qui pensent que c'était inélégant. C'était pas du tout élégant. C'était donc inélégant. Dans tous les cas, on attend que les autorités, les officiels burkinabés nous édifient sur cette question-là. Nous parlons à présent de cette relecture de la loi sur les VDP, c'est les volontaires pour la défense de la patrie. Et désormais, il y a cette possibilité de recruter donc des VDP nationaux pouvant agir sur toute l'étendue du territoire aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure. Cette relecture était rendue nécessaire en raison des nouvelles orientations, imprimées à cette force supplétive pour combattre le terrorisme au Burkina Faso, Bernard Bouma. Tout à fait. Mais avant de venir, c'est par rapport à la visite du Premier ministre en Russie. En tout cas, il était absent, on ne le voyait plus. Oui, on n'a pas eu de communication officielle sur ce déplacement. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, à ce niveau de responsabilité, je pense qu'il faut revoir les choses. Donc les Burkinabés ont droit à une communication officielle sur la visite, ce qu'il y a comme contenu, et puis ce qu'il y a eu comme engagement pris. Quoi qu'il en soit, s'il y a des armes à payer, c'est sur le dos du contribuable. S'il y a, c'est le contribuable qui va casquer. Donc si le contribuable doit casquer et il est vraiment engagé, je pense que c'est utile et nécessaire que nos autorités également nous situent sur ces choses-là. Parce qu'après, c'est un peuple qu'on représente, c'est une population qu'on représente, c'est aussi une rue qui a comment on appelle ça, qui s'est bataillé, qui a contribué, qui a beaucoup contribué à cet ordre nouveau. Oui, tout à fait, qui a beaucoup contribué, parce que des messages reçus, des messages que les éléments du capitaine Ibrahim Traoré ont envoyés à certains dans le 30 septembre, 1er octobre, il y a des messages qui étaient clairs. Si la population ne sort pas, c'est plié pour eux. Les carottes étaient cuites. Et donc, cette population qui est sortie, ce peuple-là qui a dit qu'il ne veut plus de Damiba et qu'il préfère Traoré, qui a tranché, parce que quand les deux ont bandé les muscles, c'est la rue qui a tranché pour dire à Damiba, vous avez fait ce que vous pouvez, mais ce n'est plus la peine, allez-y vous reposer. Donc ici, je pense que c'était un message clair qui avait été envoyé. Donc prendre l'engagement également au nom de cette même population, au nom de ce peuple, et puis rentrer dans une logique mouta, ça va être très difficile que ça marche. Il faudra donc qu'on donne des éclaircissements à la fois sur le départ, sur le séjour et sur son contenu du Premier ministre burkinabé à Moscou. Merci bien. Maintenant, pour revenir à votre sujet, effectivement, on ne peut pas opérationnaliser le VDP dans sa configuration actuelle sans relire la loi qu'il a instaurée. Parce que la loi avait dit que personne ne peut aller agir en dehors de sa commune. 2, c'était 20 000. 3, il n'y avait pas de VDP recrutés nationaux. Il n'y a pas ceux qui avaient le label, on dit bon, vous êtes des VDP qu'on peut déployer sur le territoire national partout où on voudra. Et donc naturellement ça appelle à une lecture de cette loi qui avait été d'ailleurs votée à 100% à l'Assemblée nationale. Donc naturellement il faut la relire. Il faut la relire pour intégrer les nouvelles donnes.
en termes de, comment on appelle ça, de sommes à percevoir et en termes de possibilités de redéployer vers d'autres communes pour permettre à des VDP qui peuvent être utiles ailleurs d'y aller, parce qu'il y a des communes qui ne sont pas encore touchées mais qui auront des éléments qui peuvent effectivement aller contribuer. Et du reste, beaucoup de Burkinabés avaient sollicité à quitter leur localité pour aller se faire enrôler dans les localités qui étaient sous l'emprise, comme on appelle ça, des attaques terroristes. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont sollicité. Ils ont souhaité le faire dans les émissions interactives. Ça a plusieurs fois été demandé. Est-ce que c'est pas permis et que c'est pas possible? Il y en a qui ont même plaidé à ce que le verrou soit levé pour qu'ils puissent aller, mais c'était pas permis. Donc je pense que la lecture est tout à fait normale pour pouvoir intégrer les nouveaux éléments. Cette lecture était rendue indispensable, elle a été faite, la nouvelle loi donc a été adoptée. Vous parlez tout à l'heure d'assistance financière. L'assistance financière a été à la famille du VDP tombé, a été relevée, je crois. Tout à fait. 100 000 francs pour les frais d'inhumation, 1 million de francs CFA en un seul et unique versement pour les ayants droit des VDP tombés. Est-ce que vous pensez donc que justement la nouvelle loi permet un meilleur fonctionnement donc, de ces volontaires pour la défense de la patrie? C'est déjà bon, même si ce n'est pas arrivé. Il faut reconnaître qu'il y a un effort supplémentaire qui a été fait de les prendre sous le giron républicain. Quand bien même jusqu'à présent, il y a de la crainte, il y a des appréhensions. On a vu ce week-end ce qui s'est passé quand les VDP ont ouvert le feu sur le commandant de brigade et qui en est décédé. Parce qu'ils l'ont pris pour comment on appelle ça, ils l'ont pris pour cible. Ils ont cru que c'était un terroriste. Voilà, parce que voilà, il venait à moto, il était armé, alors qu'il y a eu plusieurs alertes, ils étaient aux aguets et puis ils l'ont abattu. Maintenant, pour revenir effectivement à ce sujet, c'est l'effort d'en faire une force républicaine. C'est cet effort-là. Maintenant, c'est des gens qui vont y aller. Il y a une famille qui attend, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a cette réalité. Pour que maintenant, moi j'attends de voir le texte en intégralité pour voir à la fin de leur mission les éléments de démobilisation. Alors justement, quand vous parlez de fin de mission, je crois qu'il est prévu la signature d'un contrat d'une année, ce qui permettrait au VDP, je crois, à la fin de l'année, de renouveler ou de ne pas renouveler son engagement. Justement. Ça, ce sont des éléments qui sont des éléments importants. Mais après, c'est des gens conformes au maniement des armes, conformes au combat. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après? Même s'il est démobilisé, il dit qu'il ne va plus signer le contrat. Comment est-ce qu'on appuie son départ? Comment est-ce qu'on liquide ses droits pour qu'il parte? Et comment est-ce qu'on n'en fait pas un élément dangereux pour sa communauté? Et comment est-ce qu'on opère sa réinsertion sociale? Et en même temps, nous, il y a des aspects qu'on ne prend pas en compte. L'appui psychologique. Quelqu'un qui était dans son village, qui ne faisait que de l'agriculture ou de l'élevage ou qui faisait toute autre activité et qui est allé au front combattre sous les armes assourdissantes, qui va voir des gens qui vont être blessés, des cris et qui va revenir. Est-ce qu'on a pensé à ce dispositif? Même dans les rangs de l'armée, mais de plus en plus, ils ont commencé à travailler sur ces questions psychologiques. Parce qu'il y a beaucoup qui s'en sortent avec du traumatisme. Donc toutes ces personnes qu'on est en train d'envoyer au front, l'après implique tout ça. Sa démobilisation et sa réinsertion. S'il était dans un corps de métier donné, comment est-ce qu'on l'aide pour qu'au terme de 1 an, il dit que j'ai rempli ma part de contrat, je reviens reprendre mon atelier de forge, de mécanique, de soudure ou de je ne sais pas moi? Est-ce qu'il y a une mesure spécialement dédiée pour l'accompagner? Pour l'accompagner, oui. Voilà. Qu'il puisse être utile, continuer d'être utile à la société. Ou bien il retourne dans ses jardins pour la maraîchère-culture, parce qu'il y en a qui sont dans ce domaine-là. Donc, ce sont des éléments très importants, effectivement, à éclaircir. Parce que dès lors que le débat ne se pose plus de est-ce qu'il faut les prendre, il ne faut pas les prendre. Ils sont déjà incorporés. Là, il va falloir penser à
à ces éléments-là pour assurer, parce que ce sont des forces parallèles. Ce sont des forces parallèles. Il faut effectivement penser à cela. On imagine que les concepteurs de cette loi ont également pensé à cet aspect des choses, puisque un an après, soit on renouvelle, soit on s'en va, et il faut encadrer également ce départ. Il y a aussi l'article 18 de la loi qui interdit aux responsables de partis politiques, aux syndicats, aux responsables des associations d'être VDP, sauf s'ils démissionnent. C'est un article qui n'a pas tout à fait emporté l'assentiment de tous. Il y a par exemple le député Abdoulaye Soma qui n'était pas totalement d'accord avec l'esprit de cet article. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans les faits, comment est-ce qu'on démissionne et qu'on l'exprime ou qu'on concrétise effectivement sa démission, parce que c'est de ça qu'il s'agit avant d'être VDP? Moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette disposition. Ça participe de la diabolisation de l'homo politicus, donc de l'homme politique. Je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas un homme politique, mais je ne suis pas d'accord avec la mesure. Les hommes politiques ont de la ressource à apporter. Les hommes politiques ont comme une caution morale à apporter. Quand certains sont allés s'enrôler, des militants également les ont suivis. Donc c'est des gens qui traînent des masses, qui traînent des milliers et des milliers de sympathisants. Il ne faut pas croire qu'ils ne traînent pas des sympathisants, ils traînent des sympathisants. Donc croire seulement que comme il est enrôlé VDP, il va aller dans une brousse, réunir les combattants et puis dire votez pour moi. Il n'est pas en élection. Ou bien non, après il va en faire une milice à sa guise, c'est-à-dire qu'il devient chef de guerre sans commandement. Non, puisqu'on dit que dans l'organisation ils sont commandés par des éléments de l'armée. À moins que le président du parti en question devienne un chef rebelle, renverse le dispositif militaire, et puis bon, il reprend ces messieurs-là qu'il forme, qui ne sont pas au départ tous ces militants. Ou bien on va dire que comme il y a tel parti, comme tel président des partis politiques dans les rangs de VDP, moi je n'irai plus combattre. Il faut élever le niveau du départ. Sincèrement, la disposition moi me dérange, parce que on ne peut pas dans une société passer le temps aussi à diaboliser l'homme politique, à lui faire perdre sa crédibilité, tout en oubliant qu'à la fin de cette transition, quand on va organiser les élections, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont des hommes politiques qui vont revenir gérer. Et qu'il ait été VDP ou pas. Qu'il ait été VDP ou pas, il va revenir gérer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est même bien d'avoir des vétérans. Il y a des pays qui sont contents d'exhiber des anciens combattants qui ont été au front, qui ont combattu pour venir être président de la République. On dit que quand le pays était il a combattu en Irak, il a combattu en Suisse, il a combattu en Indochine, il a combattu ici. Nous, on est dans cette diabolisation à outrance de l'homme politique. Je dis bien, mais c'est aux hommes politiques, aux présidents des partis politiques de se défendre. C'est à eux de se défendre. Vous prenez un contrat, quelqu'un, quand tu es VDP, tu as signé un contrat d'1 an. Vous prenez un homme politique, il est VDP, il signe un contrat d'1 an. Même là, vous dites que vous ne voulez pas. Vous ne l'avez même pas encore vu à l'œuvre. Et vous présumez que. Oui. Non. Il faut qu'il démissionne et qu'il faut qu'il montre effectivement qu'il dirige plus son parti. Ah non, moi, sincèrement pour moi c'est trop demandé. Est-ce que si un patron de l'entreprise vient on va refuser? Est-ce que si un leader d'une organisation de la société civile vient on va refuser? Mais comme c'est un homme politique, on dit non. C'est valable pour les responsables d'associations aussi. Hein. Oui. Mais sincèrement, c'est valable pour les syndicalistes. Mais une société, on ne peut pas en faire ça. C'est bon. On est tellement prudent, tellement mesuré que parfois on passe à côté de l'essentiel. En tout cas, cette mesure, moi, personnellement, je ne la partage pas. C'est une mesure qu'on ne partage pas. Bernard Bougma, c'est une mesure peut-être à revoir et à approfondir. En tout cas, juge Bougma était seul sur le plateau du tribunal de l'actualité aujourd'hui, un tribunal de l'actualité qui arrive à son terme. Merci, juge Bernard Bougma. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Troy TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure et même chaîne, pour de nouvelles audiences ou pour une nouvelle audience dès demain, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.